Bien, bah, écoutez, merci à toutes et tous d'être là avec nous ce soir. Non, c'est uniquement pour la caméra, hein, c'est ça. En fait, c'est pour alimenter la caméra, parce que sinon le son sera inaudible sur la vidéo. Donc il n'y a pas d'enceinte qui relaie, et donc je vais essayer de porter la voix un petit peu. Bienvenue à tout le monde. J'espère qu'on ne va pas avoir à pousser les murs, mais c'est très agréable de vous avoir ici avec nous. Donc, comme l'a dit notre libraire qui nous accueille, Pierre Jourde et Clotilde Descales nous ont fait le bonheur de vouloir organiser un échange. Et je vais vous présenter Clotilde, bien évidemment, et ensuite je vous présenterai Pierre Jourde et je leur laisserai la parole pour qu'ils aient un échange tous les deux, et puis que vous puissiez par la suite poser toute question qui vous paraîtra pertinente au vu de ce que vous aurez pu entendre. Alors, Clotilde Descales, rapidement, pas trop rapidement pour autant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Elle est écrivain, elle est peintre, elle est née à Fès au Maroc. Et Clotilde Descales a plusieurs cordes à son arc. Elle nourrit une passion notamment pour l'art contemporain. Et elle a après avoir intégré l'école du Louvre à une époque, elle est devenue journaliste culturelle. Donc c'est une activité qu'elle poursuit aujourd'hui. Et elle a une pratique également de plasticienne. Voilà, elle peint et je crois que tu pratiques aussi sur des totems. Oui, je peins des oiseaux. Surtout. Voilà, c'est surtout des oiseaux qui sont magnifiques. Que certains d'entre vous ont peut-être mono, je ne sais pas. Hein, il y a d'autres choses à dire. Hein. Elle est fan de théâtre également, Clotilde. Elle a été formée à la pratique du théâtre laboratoire de Grotowski. Voilà, si ça parle à certains. Et elle a par ailleurs une œuvre assez féconde. Elle a écrit pour le théâtre, donc 3 œuvres pour le théâtre, des nouvelles et des romans. Donc Jérôme tout au bord, c'est le 9e roman que Clotilde Descales nous a proposé. Elle a fait le bonheur de rejoindre la maison d'édition pour ce 9e roman. Voilà. Donc Clotilde, j'aurais beaucoup de choses à dire parce que Clotilde, elle est dans l'écurie de Fables Fertiles et c'est très vite devenu une amie. Et on travaille bien ensemble et voilà. Je tenais à saluer les qualités humaines de Clotilde qui est là avec nous. Voilà, et puis après je vais vous présenter, parce que la formule consacrée de dire on ne présente plus, mais si, on présente Pierre Jourde, bien évidemment qu'on le présente. Donc Pierre Jourde, il est né à Créteil en 1955, c'est un 19e-iste, comme on le dit, qui a enseigné à Valence. Il est romancier, essayiste et critique. Voilà, donc alors Pierre Jourde, pour le coup, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit, près d'une vingtaine de romans, à peu près autant au titre d'essayiste. Et le grand public, mais aussi la critique, l'ont plus particulièrement identifié à l'occasion de l'apparition de la littérature sans estomac, de Pays perdus. Mais voilà, lire tout Pierre Jourde, c'est une gageure. Hein. Vous avez beaucoup écrit. Hein. Oui, moi je me lis pas moi-même. Voilà. Et donc le dernier ouvrage publié, c'est un ouvrage qui s'appelle On achève bien la culture, donc un ouvrage où Pierre Jourde brocarde un certain esprit du temps où les censeurs d'hier et les progressistes d'hier sont sorte de renversement, on toucherait le mot éventuellement. Voilà, ça c'est le dernier ouvrage publié. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Pierre Jourde? Il y a tellement à dire que j'essaie d'être dans une forme de synthèse. L'idée, c'est que les échanges puissent démarrer par la suite. Pierre Jourde a écrit aussi la littérature est un sport de combat. Et je vous en parle, pourquoi? Parce que je trouve que c'est pour m'être un peu intéressé au parcours de Pierre Jourde, c'est un homme de combat au pluriel. Beaucoup de combats, voilà. Et voilà. Donc, par contre, je voulais vous poser la question, Pierre Jourde, parce que ça peut intéresser l'assistance, de savoir si vous avez des projets en cours actuellement, s'il y a une actualité, ou si vous pouvez nous en dire 2 mots, peut-être rapidement. D'accord. Merci.
J'ai remis à Gallimard un roman qui fera sans doute 800 pages, qui s'appelle La marchande d'oubli, IES, puisque les oublis étaient de petites... de petites gaufrettes qu'on vendait dans les foires, dans les rues, au 19e et au début du 20e siècle. Et c'est une histoire de clown qui se passe à la fin du 19e siècle. Il y a eu une invasion en France de clowns anglais qui rompaient complètement la tradition de bureau, les mimes, etc. Parce que c'était à la fois des acrobates et montaient des spectacles avec des effets spéciaux très violents et très noirs. Donc je retrace un peu le parcours de cette troupe imaginaire et ça devrait sortir à la rentrée. Voilà. Merci beaucoup. Bien, écoutez, moi j'ai présenté donc nos deux invités. Je vais laisser la parole à Pierre Jourde si vous voulez débuter. Donc on est là. Je rappelle à tout le monde que nous sommes là pour présenter le dernier roman donc de Clotilde Descales, Jérôme tout au bord, et je laisse Pierre Jourde échanger avec notre invité. Bon, je suis désolé que la moitié du public soit debout et en même temps j'en suis très content puisque ça veut dire qu'il y a du monde et merci d'être là pour cette rencontre et pour certains, pas pour tous, découvrir Clotilde Descales. Je pense que vous n'en serez pas déçus. Alors vous avez dit que c'était difficile de lire tout Jourde, c'est vrai, mais Clotilde s'est vantée d'avoir tout lu. J'ai été vite rappelée à l'ordre par Pierre, qui m'a dit toujours non, c'est pas possible. Donc je vais parler de l'œuvre romanesque de Pierre Jourde. Voilà. Et je pense que j'ai presque tout lu, ou j'ai tout lu. Très bien, bravo. Non, mais c'est un grand plaisir. Au contraire, c'est une Alors, famille. Oui, on s'est rencontrés, je ne sais plus comment, vous vous souvenez? Alors, je me souviens que j'étais dans la Nièvre, il n'y avait pas j'avais pas de Wi-Fi. Je suis allée à la mairie de Colméry, je vous ai envoyé un mail. Et j'ai dit, est-ce que vous voudriez recevoir un manuscrit? Vous m'avez dit oui. Ah oui. C'est merveilleux, hein, parce que c'était il y a un certain temps. Et donc, vous m'avez dit oui. Et il n'était pas abouti, ce manuscrit. Il était très difficile en même temps. Et vous l'avez lu jusqu'au bout. Et vous lui avez trouvé des qualités. Et après, effectivement, vous avez été un lecteur assidu et vous avez été très bienveillant à mon égard. Et puis, bon, il y a une telle sensibilité, une famille de sensibilité que ça me touchait beaucoup. Et je vous remercie d'ailleurs d'être là. Et c'est un petit peu comme un rêve. C'est-à-dire qu'il faudrait me pincer, là. Comme vous l'avez dit dans la dédicace que vous m'avez faite, c'est une rencontre littéraire entre deux univers extrêmement différents. Vous faites partie des écrivains d'aujourd'hui français que j'aime, que je suis. Il y a Éric Chevillard, il y a Valère Novarina, il y en a quelques-uns, et il y a vous. Parce que effectivement, vous avez une forte personnalité. Vous n'écrivez pas comme tout le monde. Votre monde n'est pas celui de tout le monde. Donc on va en parler en détail, si vous voulez, de l'ensemble de ce que vous avez fait et surtout pour Jérôme. D'abord, je voudrais souligner qu'il y a dans vos romans, c'est peut-être pas le plus important pour vous, mais quand même une dimension sociale. Ça se passe souvent dans des petites villes de province. Peut-être parce que vous vivez vous-même près de Nevers. Vous mettez en scène des gens, je ne dirais pas des gens normaux, mais des gens banals.
des gens qui ont échoué, souvent, qui sont dans l'échec. On dirait presque parfois des cassos, parfois. C'est le cas de Jérôme, en fait. C'est pas un cas social. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il est dans une dilatation du temps qui fait que peut-être qu'il ressemble à un cas social. Mais à 65 ans, on a le droit d'être dans un temps dilaté et suspendu. Et puis, il me semble que effectivement, ce sont des gens à la marge. Mais je ne voulais pas dire des marginaux parce que ce ne sont pas des marginaux. Non. Ils sont un peu à côté de l'activité sociale normale. Alors, effectivement, l'activité sociale normale à la campagne, elle est assez restreinte. Et c'est toute une série de tâches. Et Jérôme, lui, se tient à distance de tout ce qui pourrait être une contrainte. Et à partir de là, il y a le temps est suspendu. Est-ce qu'il est à la marge ? Peut-être, comme quelqu'un qui a décidé de ne plus rien faire et qui pourtant essaie d'entretenir une relation avec ses voisins du hameau tout en restant à distance. C'est-à-dire qu'il est dans ce paradoxe de se tenir à distance mais d'avoir besoin de chaleur humaine. Après, il est très attaché, Jérôme, à l'écriture, sauf qu'il ne sait pas du tout comment venir à bout de cette parole qui le poursuit depuis très longtemps. Et qu'il conclut souvent dans ses cahiers, parce qu'il écrit depuis très longtemps, il conclut souvent par des « etc.» avec un gros point qui perfore la page. Et cet « etc.» veut tout dire. Après, que dire de Jérôme ? Il vit à la campagne, effectivement. Il s'est retiré à la campagne et il a rejoint sa maman, qui est décédée. Et à ce moment-là, donc quand on parle des cas sociaux, il y a quand même un lieu qui est très important, c'est la ressourcerie. Alors, la ressourcerie, effectivement, c'est un lieu à la marge. Mais c'est un lieu, mais ce sont des endroits importants puisqu'ils ne répondent pas aux standards d'une société. Ils ne répondent pas aux standards d'une occupation. Ils sont dans le temps, il y a le temps ce qu'on appelle le temps des vainqueurs, et il y a le temps des autres, ceux qui sont complètement anonymes et qui vivent une vie peut-être plus terre à terre. Et les démunis à la campagne, ils sont légion. Et les ressourceries servent à ça, à recycler des vieux objets, à en donner un autre usage. Et aussi, ça permet de déplier le temps et de donner à voir des vestiges du passé, la ressourcerie. Et ça s'organise par département. Je continue ? Vous en parlez très bien. Oui, mais bon. Alors donc, qu'est-ce que je pourrais dire ? Non, d'accord, merci. Ça va comme ça. Hein. Je trouve aussi. Non, vous en parlez très bien. Alors, ces gens à la campagne, mais qui ne sont pas de la campagne vraiment, en fait, qui ont eu, à un moment donné, c'est le cas de Jérôme, mais c'est intéressant, une autre vie, et notamment une vie artistique, et qui n'ont pas... il a encore ça en lui, mais ça ne s'est pas vraiment concrétisé. Donc ce sont des gens, et c'est comme d'ailleurs votre précédent roman, c'est des gens qui sont à la campagne, dans des petites villes, mais qui sont en réalité de nulle part, me semble-t-il. Alors ce sont des gens qui sont à la marge dans ces sociétés-là, mais qui, peut-être au contraire de la ville, ils ne sont pas anonymes. Ils sont peut-être de nulle part, mais ils ne sont pas anonymes. C'est un privilège de la campagne. Chaque vie compte, même celle des personnes qui sont à la marge. Ils viennent de nulle part, alors ils sont peut-être déracinés. En tout cas,
ils viennent de nulle part. C'est vrai qu'ils ne s'identifient pas à la ruralité en tant que telle, avec toute l'organisation qu'il y a. Et ce flottement permet, je pense, en tout cas me permet, moi, une narration au bord, tout au bord. C'est-à-dire aller jusqu'au bout d'un processus d'écriture qui va explorer jusqu'au bout, du bout, ces instants suspendus, cette dilatation du temps, j'y reviens, où une action quelconque vaut pour ce qu'elle est. Et elle n'existe que pour ce qu'elle est, et en même temps, elle est très riche d'humanité. Et donc, finalement, ces personnes de nulle part permettent finalement une identification, peut-être, je ne sais pas, à quelque chose d'essentiel, qui sont les fonctions principales de l'humain et de notre humanité. C'est comme un socle, faire socle commun, à partir de ces personnages-là. Oh, vous me bouffez tout. C'est terrible. Mais c'est pas grave. En fait. Non, mais vous parlez très bien de ce que vous faites. Hein. D'ailleurs, dans ce que vous faites, vous parlez à un moment de la marche, je crois. C'est très important chez vous, la marche. Il y a une scène un peu surréaliste où Jérôme demande à son copain de marcher avec lui, mais qu'il se mette devant lui, à distance, et il se promène comme ça. Vous pourriez commenter ce... Alors, d'abord, pour l'exercice physique, vous en savez quelque chose avec la boxe ? Oui. Donc, il y a... Non, c'est pas la marche. Non, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du corps et qui se met en marche. C'est le cas de le dire. Donc, il y a une fonction physique dans la marche qui permet de penser, qui permet il y a une pulsion, en tout cas, du corps. Alors Jérôme qui marche, il marche avec quelqu'un à distance parce qu'il a besoin de chaleur humaine, mais il a besoin aussi d'être seul, donc il est dans ce paradoxe d'avoir une compagnie, d'avoir des repères, et en même temps il a peur d'être abandonné, mais il a besoin d'être avec lui-même, et il sait très bien que dans cette marche-là, s'il demande à cet ami de venir et d'être très proche de lui, il va répondre à des conventions et à des normes comportementales qui seront de discuter, de raconter des tas de poncifs, Donc il a besoin de s'extraire de ça, mais en même temps il a besoin du lien nécessaire à l'autre. Et c'est pour ça qu'il le fait marcher devant pour ne pas être perdu, pour ne pas être abandonné. Et en même temps, il prend ses marques par rapport à lui en faisant autre chose. Et il voit bien à quel point l'autre est conditionné à parler du paysage, à parler de ci, à parler de ça, comme des choses qui lui sont presque extérieures. Alors que pour Jérôme, c'est quelque chose le paysage, il est dedans. Il n'est pas en promenade. Et chaque fois, c'est comme une imprégnation de l'endroit, de l'être, là où les autres effleurent les choses. Ouais, c'est très juste, effectivement. Tous vos personnages refusent, comment dirais-je, un certain déterminisme. Bon, ils ont une histoire, ils ont une mère, ils ont des amants ou des amantes. Ils n'ont pas vraiment de psychologie, je dirais. Ce sont d'abord des êtres humains. Avant d'avoir, ce sont un peu tout le monde, même s'ils ont une histoire, parce qu'ils refusent d'être déterminés. Oui. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais dire par rapport à ça, parce que c'est peut-être moi qui refuse d'être déterminée. Oui, je pense. Alors, si ça va là, on en arrive au théâtre, et ce que j'ai fait au théâtre laboratoire, avec Grotowski, avec Ludwig Flaschen, surtout, c'est Ludwig Flaschen. Et donc, on faisait un théâtre très, très physique, où il n'y avait pas de psychologie, surtout pas. Voilà. Et on faisait 3 heures d'entraînement physique, ou 2 heures, et puis on relayait ça par du texte, sans intention
action aucune, de manière à ne pas projeter quoi que ce soit, peut-être de psychologique, effectivement, d'affectif, et d'avancer par l'action. Et le fait d'avancer par l'action permet peut-être au lecteur et à moi aussi de me surprendre, d'être surprise par ce qui va se passer, plutôt que de le déterminer, finalement. De le déterminer. Et ça, je le tiens du théâtre. C'est d'une certaine forme de théâtre qui empêchait, je dirais bien, un système de représentation par... je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que ce qui était projeté par le spectateur n'avait rien à voir avec ce que nous vivions, nous, acteurs. C'est-à-dire qu'on avait des métaphores complètement folles, c'est-à-dire, par exemple, pour Dostoïevski, un texte de Dostoïevski, on avait, après un entraînement physique, on avait Ludwig qui nous disait, bon, toi, comme action, tu vas faire le rat. Et donc, on voyait un personnage, au fond de la scène, en train de gratter un mur en disant un texte de Dostoïevski. Le gars qui grattait son mur en disant le texte de Dostoïevski, il était à milieu de ce que le spectateur pouvait projeter. Et c'était ça, finalement, c'est les coulisses. Et ne pas déterminer un personnage, ça permet finalement de le faire avancer dans un processus, pour moi. C'est ça, tout à fait. Il y a un autre thème qui vous tient à cœur, me semble-t-il, c'est la Terre. Il y a un de vos romans que j'aime beaucoup, s'intitule « Mangé par la terre ». Et à la fin, Jérôme mange de la terre. Est-ce que vous pourriez commenter ça ? Dans mes romans, j'ai le réflexe de tout manger. Oui. Donc, je peux manger les maisons, je peux manger plein de choses. La terre, c'est... Je m'en suis aperçue il n'y a pas longtemps, au cours d'un entretien, avec Karim, qui est ici. Je me suis rendu compte, enfin je le savais, mais au moins je l'ai formulé, que la terre, je viens du Maroc, je suis née après le protectorat, et je savais que j'en partirais, et j'ai été quand même très imprégnée de la culture marocaine. Et il se trouve que ces racines, je ne les ai jamais refaites. Sauf que je me suis rendu compte que dans la Nièvre, qui est un pays perdu, où on n'est pas dans le standard des vacances tranquilles. Finalement, j'avais fait mes racines. C'est très étrange, c'est-à-dire c'est la terre qui colle aux bottes et qu'à force d'y vivre depuis 20 ans, dans une région plutôt difficile, ingrate, finalement je faisais communauté avec une terre particulière. Et cette terre-là, c'est comme si elle envahissait, c'est presque une préoccupation à mon insu, encore une fois inconsciente, mais qui fait que ça m'a donné des racines là où je ne pensais peut-être pas les prendre. Et cette terre, finalement, c'est une façon de s'emparer du paysage et d'en faire autre chose et d'être traversé par le paysage, d'être traversé par la terre plutôt que de la contempler. Et en même temps, on le trouve aussi dans vos romans, c'est-à-dire cette terre qui est envahie dans le pays perdu, la maison qui est la maison qui est pleine de terre, et puis il y a tout cette glaise, toute cette matière, c'est une matière, c'est très fort. La bouse aussi. Oui, exactement. Ce qui m'intéresse beaucoup, et particulièrement dans Jérôme, c'est ce que vous appelez la dilatation du temps. Ça ne peut pas aller avec un développement dramatique. Il n'y a pas vraiment de développement dramatique. Vous rendez finalement la stagnation, les vies dans lesquelles il se passe rien, sauf dans l'esprit. Vous mélangez souvent le passé et le présent, parce qu'ils sont en nous toujours co-présents, ils se mélangent sans arrêt. Vous avez une manière de mélanger aussi. Alors, vous prenez sans arrêt le point de vue de Jérôme,
On le suit partout. Et à la fois, c'est vous qui l'évoquez et c'est lui qui parle. Les deux se mélangent, le récit et le discours. On pourrait dire extérieurement, vous allez être choqués, des gens banals, pas de développement de l'histoire, pas de développement dramatique. Nous sommes dans le naturalisme. Et pourtant, non. En tout cas, pas le naturalisme zolien, flamboyant, avec ses théories, ses développements, ses histoires. Et je viens à quelque chose qui me tient à cœur. Vous êtes plutôt dans le naturalisme de Huysmans, me semble-t-il, et vous avez beaucoup de points communs. Vous avez beaucoup de points communs. Je suis désolé de faire cette assimilation, mais je vais vous dire pourquoi. Merci. Vous n'êtes pas d'accord? Si, merci. Je demande en quoi, oui, par contre, parce que c'est vrai que je suis... Bon, c'est vrai que je suis un peu obsédé en ce moment parce que j'ai édité La Pléiade et j'ai édité plusieurs romans en folio, donc je comparais tout le monde. Non, parce que si on compare par exemple à Volo, un monsieur complètement banal, on raconte sa vie, il ne se passe absolument rien. Sa seule quête, c'est de trouver un restaurant passable. Et de temps en temps, on a des échappées sur du rêve, un désir d'art, mais qui n'aboutit à rien, des échecs dans l'amour, etc. Il y a ce côté-là, le piétinement de la vie, avec en même temps une aspiration à quelque chose d'autre. Il y a aussi chez vous et chez lui le goût du dégoût. Vous aimez bien être dégoûté. Vous mettez en scène le dégoût. Et c'était ce que faisait Huysmans sans arrêt. D'ailleurs, dans le voyage ordinaire en Sévétie, ça commence par Burk, Burk, Burk. Ah ouais, quand même. Bah oui, mais Et vous avez avec lui le goût du détail concret, ce que j'aime beaucoup. Vos romans sont extrêmement concrets dans les détails, dans les petits objets, même les insectes. Alors, vous n'avez pas le lexique flamboyant de Huysmans, mais vous avez une démarche, et il faudra en parler, une démarche d'écriture qui ressemble un peu à ce qu'il a fait à un moment donné, parce qu'il a cassé la classique période française par un rythme complètement coupé. Et vous, justement, ce qui vous sépare complètement du réalisme contemporain, disons-le, qui règne complètement dans la littérature aujourd'hui, hein, c'est le réalisme est partout. Avec des phrases, sujets, verbes, compléments, etc. Je trouve que votre écriture est complètement raccord avec ce que vous dites, avec ce que vous représentez, parce que c'est une écriture fragmentaire. Une suite de phrases nominales, coupées, pour rendre très bien, justement, le côté fragmentaire de ce qui se passe dans son esprit, et en même temps pour casser complètement tout ce qui pourrait être de l'ordre du lyrisme, du flamboyant, etc., pour rester terre à terre. Oui, là c'est... Merci. Non, mais... Oui, mais maintenant, il va falloir que je m'y retrouve. La fragmentation, bon, c'est vrai que je n'avais pas pensé à Huysmans, je le remercie. C'est le style. Par rapport au style, j'ai été très influencée à un certain moment par une abstraction, celle de Beckett, celle de Jelinek.
de Alfred Jelinek, où finalement le sens importe peu, c'est-à-dire qu'il faut casser pour arriver à trouver la pulsion qui va permettre le rythme et qui va nous amener quelque part. Et dans cette fragmentation, évidemment, il faut dégraisser le style pour y arriver à quelque chose de rapidement et efficacement. Donc, on va le mesurer parce que vous allez lire un extrait. D'accord. Donc c'est plutôt là que je pense me situer quant à Alors c'est vrai que j'ai beaucoup... Papa Beckett, je l'appelais. Bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus lu. Mais il y avait chez Beckett une abstraction. Il y avait quelque chose qui se passait chez Beckett où le paysage... tout d'un coup, il arrivait à faire un récit abstrait. Il ne se passait rien. Il y avait une pierre, il y avait une femme. Et il y avait le temps qui était là, qui se dilatait, et il y avait des actions menues. Et d'ailleurs, j'ai rendu hommage à Beckett, d'une certaine façon, parce que j'ai lu dans une correspondance de Beckett que quand il était à la campagne, qui était aussi un endroit assez perdu, il avait comme pour idée de creuser des trous dans son jardin et de mesurer les intervalles entre les trous. Et il s'occupait comme ça. Et il rentrait, il écrivait ce qu'il avait fait comme trou. Et finalement, j'ai repris cette idée, parce que je trouvais ça très bien, et j'ai mis des trous, et dans ces trous-là, lui, il met de la peinture. Mais ça sert à rien parce que tout est englouti. Donc finalement, ce piétinement ou ce temps permet d'aller à l'essentiel, c'est être englouti, l'engloutissement des choses. Donc à quoi bon? Est-ce que c'est du dégoût, le goût du dégoût? C'est effectivement, je ne sais pas si c'est peut-être aussi un désarroi quand on se regarde dans une glace et puis qu'on se dit le temps a passé, j'écris des etc. Je fais des trous et puis il y a la pluie qui tombe et puis ça va être rempli et puis je suis à la marge dans un temps dilaté. Donc je pense que en plus dans la critique sociale et dans la fragmentation, pour moi ce qui est fragmentaire et qui permet, ne serait-ce que par le rêve ou ces évocations parisiennes, ce qui m'intéresse par rapport à ça, je l'ai perdu, ça va revenir. J'avais une idée pourtant. C'est l'engagement politique, l'air de rien. Un engagement social. Oui, ça c'est... Oui. Voilà. Alors politique, je ne sais pas. Enfin, politique. Un engagement social qui, l'air de rien, dénonce certaines choses. Ah oui. Voilà. Alors ça, Jelinek le fait d'une façon très violente, elle rentre dedans, elle y va. Mais ce style et ça me permet d'être beaucoup plus rapide et de pouvoir dire ce que finalement Jérôme pense. Mais vous avez parlé plusieurs fois de vos etc. J'aime beaucoup vos etc. Parce que c'est une façon de casser le sens, tout fait, le discours, déjà tout prêt, etc. On bavarde, allez hop. Ouais, ça c'est très bien, je trouve. Oui. Et puis il y en a même un qui est celui qui est un peu le demeuré du village, mais qui n'est pas vraiment, et qui dans ses cahiers trace des bâtons. Et il raconte ses histoires avec des bâtons. Ah tiens, j'en connais un qui met des bâtons, mais je n'y avais pas pensé ici dans l'assistance. Et donc, il fait des bâtons, il faisait ça dans Manger par la terre, enfin, il y a comme ça des héros, des personnages récurrents, parce que les pauvres sont des anti-héros. Et voilà, donc l'etc. Ça permet justement de donner plus. Vous voulez que je lise ? Attendez, on a encore le temps. Il s'appelle Velin. Alors, il y a Veul. Et puis il y a la terminaison en 1 qui est intéressante. Ça m'a fait penser, vous allez dire que je suis obsédé, le héros d'Avolo s'appelle Follentin. Il y aura le héros de Duhamel qui s'appelle Salavin. Et puis Roquentin, oui. Évidemment, dans c'est pas le dégoût, mais la nausée. Voilà. Oui, la nausée, oui, on en a parlé. Et je trouve qu'il y a une certaine lignée
là-dedans, dans des personnages qui se débattent dans une vie un peu visqueuse et qui cherchent quelque chose, qui cherchent l'être, en fait. Et j'ai l'impression que ce que vous faites, Jérôme est au bord de quoi, en fait? Huysmans était au bord de la révélation. Il s'est converti. J'ai l'impression que Jérôme est sans arrêt au bord de l'être en soi, en quelque sorte. Et c'est pour ça que, quittons le naturalisme, il y a une dimension métaphysique dans vos romans. Oui, Jérôme, il est catapulté dans la vie, il se demande pourquoi il est né et il est au bord de l'être depuis tout le temps. Et cette dimension, justement, être à la campagne, mettre à distance le temps, l'action, permet justement une quête métaphysique et aller au bord, même quand on marche et puis qu'on met son ami devant. C'est une façon toujours de chercher l'être, mais l'être est vertigineux. Donc, c'est peut-être pas simple d'y céder tout à fait. Et c'est une espèce de dialogue avec l'abîme qu'il éprouve ou qu'il pressent en lui, ne serait-ce que par le passage du temps et les disparitions, sa mère, les intimités qui se dévoilent malgré lui quand il y a un morceau de papier peint de sa maison qui, quand elle est démolie, on voit le passé, quoi. Et donc cette espèce de trajectoire comme ça de Jérôme Velin, c'est la trajectoire de tout le monde quand on commence à se regarder un petit peu en face et qu'on laisse le temps faire et qu'on n'a plus rien à faire pour s'occuper. Mais justement, ce qui me frappe dans Jérôme tout au bord, c'est une sorte de grand débarras. C'est-à-dire que ses souvenirs, ses amours, sa mère, son père, son beau-père, etc., ne lui collent pas. On a l'impression en les faisant revenir, d'une certaine manière, il s'en débarrasse. Et c'est ça qui est très bien chez vous, c'est que à la fois tous ces détails sont présents, réalistes, etc., et en même temps ils ne collent pas à la personne. Et ce débarras permet une espèce d'être au bord de quelque chose, d'une sorte de révélation de l'être en soi qui n'est pas une personne psychologique, qui n'est pas un destin, mais qui est autre chose. Et c'est ce que lui dit le curé en lui disant que c'est lumineux. C'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est lumineux, on le trouve partout, en se promenant dans l'air, partout. C'est-à-dire que ce qu'il cherche, c'est presque un signe qui lui expliquerait ou qui lui donnerait ou qui lui révélerait le motif, si motif il y a, de son existence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait là, mais sans affect. Dépouillé de tout affect. Absolument. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si c'était un passage obligé d'avoir des parents, de passer par ces situations-là, de deuil, de grandir, d'être allé à Paris. Et c'est comme si chaque fois, donc dans les etc., c'est les mots depuis l'enfance qu'il cherche à redonner et ou qui le taraudent jusqu'à ce qu'il puisse les dire. Ce qu'il n'arrive pas à faire. Donc il est toujours au bord, effectivement, de la révélation. Oui. Est-ce que vous pourriez nous... D'accord, merci. Parce que on parle, mais c'est la vérité, c'est le texte. Peut-être que je vois... Page. Ah oui. C'est toi ? Merci. Le voilà dans sa ressourcerie. Il dit que c'est la sienne depuis qu'il a organisé le déménagement de sa mère morte et livré tout ici, ne laissant dans la maison au crépi, qui prend l'eau, qu'un lit de métal, de quoi faire sa toilette, du gaz pour manger, un vieux buffet, des assiettes.
Il y va au beau jour quand la chasse est terminée, sinon il se terre chez lui, dans le même effroi que les bêtes traquées. Ne supporte pas les canonnades qui font déteindre les yeux des sangliers et des chevreuils. Ne supporte pas non plus les vaches et les veaux parqués. Parfois, ne supporte plus l'enfermement de la campagne, le sang, les pulsations comptées pour chaque bête, l'hiver jusqu'à s'y enliser et rester mouillé là-dedans comme un pieu qui pourrait, par une absurdité quelconque, se remettre à fleurir le moment venu. La télé sur le monde, où la neige fond plus que de raison, une guerre éclate, tête qui bouge dans tous les sens. Son coupé, le petit écran à côté de la fenêtre, une ou deux personnes passent, rue de la Liberté, ils ont voulu l'appeler ainsi, comme si c'était possible. Silence, pas glissant et vêtements gris. Des rideaux pour se protéger l'été de la lumière effroyable. Il dit bien effroyable, comme si ça le dégoûtait. Et un cahier où noter ce à quoi il pense quand ça revient de manière insistante, surtout au petit matin au sortir du rêve. Les premiers mots, comme un chapelet de prière, sa propre identité. Il dit propre en riant car ça ne tient pas debout. Son identité, fils de 65 ans, sa mère partie depuis un bout de temps, rien d'ambitieux, que du petit nom. Jérôme Velin. S'écoute dire son nom, le redit, ne s'y habitue pas. Il joue encore à ça. N'use pas du diminutif donné par la mère, ça lui ferait monter les larmes. Gigi, mon petit Gigi. Aussitôt le collier de bras perdu. Et lui s'en serrant comme il peut, un chiffon humide sur le front, comme une main fraîche. Ne supporte plus ses voisins, ni les bêtes immobiles dans le froid des prés, ni la pluie boueuse de janvier-février. Ne supporte plus le néon de la cuisine, qui grésille quand des mouches s'y grillent, et cette pluie encore et toujours, ni la pleine lune avec son ventre plein de promesses, rien du décor, ni la figure dans le miroir, au-dessus du lavabo, les yeux fripés, le regard ahuri, à peine le temps d'eux et tout seul. Un stock de boîtes de conserve dans l'appentis, un repas par jour vite avalé, des œufs donnés par le fermier, les rideaux tirés, le chacun chez soi, mais la solidarité. Ils viennent taper au carreau. Des fois qu'on le retrouve mort, sans plus ce sourire qui éclaire nos faces à nous aussi, dit le paysan, quand il le voit arriver. « Jérôme, comment peux-tu encore sourire ?» Et tous de regarder le ciel comme lui, les yeux plissés. « Tu es fou, Jérôme, rien ne viendra par là. » Un jour, il s'est mis à vibrer, à éprouver plus grand que lui. Ça l'enveloppe, quelque chose d'invisible. Ça monte plus haut que la tête et ça irradie. En marchant à certains endroits de la campagne, se sent littéralement soulevé, scrute le ciel planqué derrière les arbres et les nuages. « C'est lumineux », lui a dit le curé. « Lumineux ? Non, lumineux ». S'est contenté de la face béate du curé, de son mot mystérieux. Lumineux, lumineux. Continue à regarder les arbres, les nuages, a ajouté le curé. Une immensité se découvre par moments à ceux qui regardent longtemps. Une lumière à ras du sol et dans les yeux, comme si des présences s'affairaient autour de lui, transparentes, invincibles, cuirassées, protectrices. Il s'est mis à y croire. Besoin de silence. La petite radio rangée dans le placard, la télé donnée à la ressourcerie, le grille-pain. Le réfrigérateur qui ronronne et la pile de papier qu'il froisse en allant se coucher, les seuls bruits qu'il supporte. Des piles et des piles de journaux. Il marche sur des femmes en soutien-gorge, des publicités pour des couches, des voyages exotiques, écrit de sa petite écriture fine, sans jamais se relire, des lignes et des lignes. Aujourd'hui, ça commence par aujourd'hui. Coquelicots, sangliers, ornières, lunettes, verres rayés, aller à la ressourcerie, s'asseoir dans les affaires de maman, son fauteuil en sky, surveiller les allées et venues, voir les gens plus grands qu'ils ne sont. Jérôme Velin.
Jérôme, Velin, etc. Quand il en a marre d'écrire, etc. Au lieu de la liste d'histoires, d'objets, de sentiments, etc. Ça vaut pour tout, etc. Ça déroule le temps, les gestes, l'élan. Formidable. Franchement, je suis bluffé. Il y a une concentration dans ce que vous faites, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question. Et Dieu dans tout ça? Mais vous l'écrivez, hein? Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Mais je vous la retourne. Non, mais des questions un peu à la con, si je posais, mais vous avez l'impression d'avoir toujours écrit ou vous êtes ou à un moment donné ça s'est déclenché? Non, toujours. Et comme j'en ai parlé dernièrement, au début, parce que j'écris depuis toujours. D'ailleurs, ça avait fait l'objet il y avait eu un colloque, souvenez-vous, sur l'autocensure. Oui. Voilà. Et donc, vous m'aviez invité. Et il se trouve que j'écrivais tellement depuis toujours que quand ma mère avait trouvé mon journal, elle l'avait brûlé. C'était l'autocensure, c'est-à-dire une tentative finalement de censurer l'autre qui aurait pu passer par l'autocensure. Alors, je pense que peut-être qu'elle a brûlé parce que, comme je le disais dernièrement, quand j'écrivais, on ne me comprenait pas. Quand je lisais ce que j'écrivais, on ne comprenait pas du tout. Donc c'était une pulsion, c'était quelque chose qui était presque comme une façon de dire sa sensation sans forcément la structurer. Et puis peu à peu, les choses se sont quand même canalisées au fil du temps. Voilà, donc j'écris, oui, depuis toujours. Et vous ? Parce qu'il y a une question classique qu'on me pose souvent. Quand avez-vous commencé à écrire? Et en fait, la question est mal posée. En réalité, parce que tous les enfants écrivent. Tous. Enfin, ou sont artistes. Donc la vraie question, c'est pourquoi avez-vous arrêté, vous? Moi, j'ai pas arrêté. C'est ça le truc. La vraie décision, c'est pas de commencer à écrire parce qu'on continue. La vraie décision, à un moment donné, c'est de dire je vais consacrer l'essentiel de ma vie à ça. Vous avez pris cette décision? C'est une question d'équilibre. Si j'écris pas, je vais mal, donc je suis obligée d'écrire. C'est-à-dire, ça me permet, je pense, de comprendre ce que je peux vivre ou ce que j'ai vécu ou comment je prends place quelque part. Ça permet de mettre en mots d'une façon que j'ignore d'ailleurs, de comprendre ce qui se passe et en même temps d'aller au-delà, de sublimer, d'avancer, de comprendre comme Jérôme, parce que je suis tout au bord moi aussi. C'est tout. Écoutez, je vous remercie. Vous parlez magnifiquement de votre travail. Peut-être qu'on peut passer la parole au public qui ont peut-être des questions. Je ne sais pas si c'est une question, mais je vais prolonger avec grand plaisir cet entretien fabuleux, cette lecture pleine de naturel. Huysmans s'est parfaitement invité, il y a des moments mystiques, celui-ci a été bien lu, l'être, l'ontologie, la dimension métaphysique. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ce roman, c'est le premier que je lis de Clotilde, c'est les pages didascaliques. Il y a des morceaux, des fragments, des lambeaux de théâtre qui viennent s'inviter, voilà, et ça donne une présence, un temps déjà là dans le style, et on rajoute à ça beaucoup de notations contractées, on rajoute à ça l'élision du pronom personnel, le sujet est en crise, et on obtient vraiment des instants, un temps théâtral d'une puissance romanesque incroyable. Alors, je précise que ce monsieur est un de mes anciens étudiants. Vous pouvez constater qu'il a été bien formé. J'ai fait que redire le coup. Merci. Merci, Galien. Pas de réponse. Non, pas de réponse. Je vous remercie beaucoup, Galien. Non, mais c'est...
Ce que je voulais peut-être ajouter, moi, puis je vais vous passer la parole, c'est qu'en écoutant vos échanges, je pensais aussi à Melville et le etc. Je trouve que ça fait écho à je préférerais ne pas. Ah oui, tout à fait. Et c'est une façon de se tenir au bord, ça aussi, et d'être dans une forme d'indétermination. Donc quand on veut échapper au déterminisme, on peut rester aussi dans une forme d'indétermination. Et ça me fait penser également au neutre que Barthes a développé, c'est-à-dire ce moment de bascule où ça bascule pas. Oui. Et donc ça c'est intéressant aussi, je trouve. Oui. Ouais, il me semble que il y a un bel écho de ce point de vue. Qui avait peut-être soit une question ou quelque chose peut-être à nous faire partager par rapport à cet échange? Peut-être revenir rapidement sur le bestiaire et pardon. Ce titre, Jérôme tout au bord, vous est venu, à quel moment de l'écriture? Il m'est venu par mon éditeur. Alors ça, C'est pas mal, hein, Gillian? C'est Gillian, après un long travail ensemble, où effectivement, Gillian a fait un travail merveilleux avec les écrivains, mais vraiment merveilleux. C'est un accompagnement comme jamais, et qui ne dénature absolument pas l'écriture de l'autre, mais qui pose la question de la nécessité jusqu'à la virgule près, à la virgule près, et qui en même temps entre dans le style de l'autre d'une façon incroyable. Et en même temps avec un oubli de lui, jusqu'à essayer de trouver comment ça fonctionne, comment chez l'autre comment l'autre prend langue. Alors il était évident que je sais plus ce que j'avais, moi j'avais un titre au bateau qui me servait pour écrire, mais voilà, titre de travail, quand Gillian est arrivé un jour à me dire avec tout au bord. Et c'est vrai que c'était tout au bord, voilà. Et ça marche très très bien. C'est Jérôme qui me l'a soufflé. Oui. Donc voilà comment est venu le titre. Mais il est venu bien après. Il est venu à la fin de la séance. Voilà. Il est venu après tout notre travail en commun. je vous ai posé cette question parce que je m'appelle Jérôme. Ah, ben voilà, monsieur. Et Vous êtes tout au bord. voilà. C'est ce que... Quand Pierre m'a envoyé le titre, je me suis demandé au bord de quoi. Au bord d'un précipice. C'est tout le mystère d'un titre. Oui, c'est vrai. Mais vous avez une... Oui, mais un très complément. rapidement, le bestiaire est fabuleux également, les mouches, les lombrics et plein d'autres. Il y a vraiment tout un tas de bêtes de la campagne, de la terre, qui viennent aussi habiter le temps et dilater l'espace et rendre les pages organiques. Ouais. Oui. Merci. Oui, effectivement. Mais oui, je n'ai rien à dire. C'est vrai que c'est ça. Puis voilà, c'est organisé, bien vu. Et c'est vrai que je m'attache à... C'est-à-dire que toute vie à la campagne m'interpelle. Donc forcément... quand on Vous devriez voir mon village. Hein. C'est la campagne plus. Oui, mais quand on voit une horde de sangliers avec ses marcassins qui se promènent d'un vallon à l'autre pour échapper aux chasseurs et qu'on les voit partir comme ça, c'est évident qu'on se projette, où il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, qui est d'ordre de la pulsation, comme une vie qui est en pulsation et qui est en écho. Voilà, merci. Votre question? J'avais une petite réflexion. Pardon. Une petite réflexion sur ce que Clotilde a dit tout à l'heure. Et il se trouve que je travaille à la ressourcerie de Malakoff. Et voilà. Et du coup, je me disais, c'est vrai souvent je fais du tri de vieux vêtements, d'objets, et puis de vinyles, de vieux disques. Et je me dis, quelque part, je fais un voyage dans le temps, parce que je me dis, je suis avec des objets qui ont vécu, qui arrivent ici, que je retrie,
je choisis ceux qui sont encore en bon état et je les mets de côté, quoi. Et je fais aussi un tri dans les vinyles et souvent je m'aperçois, je retrouve des vieux disques de Johnny Hallyday, de Hervé Villard, de gens qui sont tombés, enfin certains chants qui sont tombés dans l'oubli, quoi. Et je me dis, mais il y a des gens qui ont écouté ça, quoi. Et du coup, je fais un espèce de voyage dans le temps en me disant, ces gens-là qui sont insignifiants, et du coup, ils ravivent quelque chose, un souvenir du passé, quoi. Voilà. Merci. Et Jérôme, quand il est dans la ressourcerie, effectivement, il s'attache à regarder les objets du passé et à se demander si les gens ont conscience des gestes qui ont été faits avant. Et combien de fois, par exemple, ça j'y tiens, parce que c'est le sucrier de la grand-mère, combien de fois la grand-mère a plongé sa main dans le sucrier, dans cet objet qui est maintenant à 5 € sur un buffet recouvert de plastique. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, bah, on peut peut-être maintenant passer à la dédicace. Si vous voulez. Merci beaucoup. On va faire travailler Clotilde. Merci. Balèze.